Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à une initiative assez originale, je trouve. Une journée de découverte de l'intelligence artificielle. Ça s'est passé le 10 octobre dernier, et pas n'importe où, dans un bureau de poste rural à Bélabre. C'était une action menée conjointement par France Service, La Poste, une association du coin, Phobia, on y reviendra, et puis des experts d'Astec. Oui, bonjour. Et l'objectif était clair, hein. Rendre l'IAB accessible, compréhensible pour tout le monde, vraiment de 7 à 77 ans. C'était leur ambition. Avec un credo simple, on comprend, on voit, on teste. Pas de grands discours techniques, mais du concret. Exactement. Alors, pour notre discussion aujourd'hui, on se base sur les documents de cette journée, le programme, les fiches de définition, les exemples qu'ils ont utilisés. On va essayer de voir comment ils s'y sont pris pour démystifier l'IA dans ce contexte très local. Oui. Et c'est intéressant parce que le point de départ, c'était vraiment de clarifier ce mot, IA. Qu'est-ce qu'on met derrière au juste? Hmm, Et plutôt qu'une définition unique, ils ont préféré, disons, une approche un peu historique pour voir l'évolution. Ils ont distingué 3 grandes phases. ah oui. Lesquels alors? Alors, d'abord, ce qu'ils ont appelé l'IA symbolique. Ça, c'était les années 50 aux années 90. En gros, c'était l'époque où on essayait de coder les règles de la logique humaine dans la machine. Un peu comme programmer les règles des échecs. C'est un peu l'idée, oui. Ensuite, gros changement dans les années 2000 avec l'IA dite statistique. C'est le fameux machine learning, l'apprentissage automatique. D'accord. Là, la machine, elle apprend à partir d'énormes quantités de données. Elle cherche des motifs, des corrélations, sans qu'on lui donne toutes les règles explicitement. Ah oui, comme ce qui nous recommande des films sur Netflix, ce genre de choses. Tout à fait, c'est ça, un bon exemple. Et puis ensuite, la troisième phase, c'est celle qui nous submerge un peu aujourd'hui, depuis 2022-2023, c'est l'IA générative. Celle qui crée des textes et des images. Exactement. ChatGPT, Midjourney, tous ces outils qui sont capables de produire du contenu qui semble nouveau. Et là, on touche au cœur de ce qui peut fasciner et inquiéter aussi, sans doute. Comment ils ont expliqué ça simplement, sans jargon? Eh bien, le message clé, enfin, ce sur quoi ils insistaient vraiment, c'était que même cette IA générative, elle ne comprend pas comme un humain. Mhm. Elle n'a pas de conscience, elle ne pense pas. Son fonctionnement, c'est de la prédiction. Elle calcule la suite la plus probable, le mot suivant, le pixel suivant. D'accord. En se basant sur des milliards d'exemples qu'elle a vus pendant son entraînement. C'est une forme d'imitation très très sophistiquée basée sur des probabilités. C'est une nuance importante, effectivement. On a aussi vu dans les sources quelques repères historiques. Le match Deep Blue contre Kasparov en 97, ça marque toujours les esprits. Oui, et il y avait une petite note intéressante là-dessus. Apparemment, Kasparov avait été très déstabilisé, pas seulement par la puissance de calcul brut, mais par certains coups de la machine qui lui paraissaient étranges, pas naturels pour un joueur humain. Ah oui. Même si au final, ces coups étaient efficaces dans le cadre des règles. Ça montre bien qu'on parle d'une forme d'intelligence, si on veut l'appeler comme ça, qui est différente de la nôtre. D'accord, je vois. Et pour que tout le monde suive bien, il y a eu un rappel sur les termes IA, machine learning, deep learning. Comment ils ont simplifié ça? Oui, ils ont utilisé une image assez simple, celle des poupées russes. L'IA, c'est la plus grande poupée, le domaine général, l'idée de simuler l'intelligence. Ok. À l'intérieur, on trouve le machine learning. C'est une des façons de faire de l'IA, celle où la machine apprend des données. Mhm. Et encore à l'intérieur, une poupée plus petite, le deep learning, l'apprentissage profond. Ça, c'est une technique de machine learning particulièrement puissante, avec des réseaux de neurones artificiels. Très efficace pour analyser des images, du son, du langage. D'accord, c'est plus clair comme ça. Les sources insistaient aussi sur les trois ingrédients clés des données, beaucoup de données, Énormément, oui. des algorithmes, donc les recettes pour traiter ces données, et puis une grosse puissance de calcul. C'est ça. Sans ces 3 éléments combinés, l'IA actuellement n'existerait pas. Mais au-delà de la technique, la question qui brûle les lèvres souvent, c'est est-ce que l'IA va me remplacer? Comment ils ont abordé cette crainte? Oui, c'était un point central. La perspective qui était partagée, d'après les documents, c'était plutôt de voir l'IA comme un outil, un amplificateur de nos capacités. Un peu comme une calculatrice très très avancée. Voilà, ou comme un assistant très performant. L'idée, c'était donc de parler de transformation des métiers plus que de remplacement pur et simple. Il y aura des adaptations, c'est sûr, mais pas forcément une disparition massive. C'était le message, disons, réaliste et plutôt rassurant qu'il voulait faire passer. Et les autres idées reçues?
Le genre, l'IA ne se trompe jamais ou c'est de la magie? Ah oui, ça aussi ils ont essayé de déconstruire, point par point. Non, l'IA n'est pas infaillible, elle peut faire des erreurs, parfois même raconter n'importe quoi, on parle d'hallucination, donc il faut toujours vérifier. D'accord. Non, elle ne comprend pas vraiment, elle calcule des probabilités, ce n'est pas magique, c'est des maths, du code, des données. Et un point très important, l'IA n'est pas neutre. Ah, ça c'est crucial. Oui, parce qu'elle apprend à partir de données qui, elles, peuvent contenir des biais, des préjugés présents dans notre société. Et l'IA peut les reproduire, voire les amplifier. D'où l'importance de garder un esprit critique, j'imagine. Absolument. C'était vraiment un des messages clés. Vigilance, esprit critique, ne pas prendre ce que dit l'IA pour argent comptant. Et est-ce qu'ils ont donné des exemples concrets de biais ou plutôt insisté sur le principe général? D'après les sources, l'accent était mis sur le risque de biais et la nécessité de rester vigilant. L'objectif était une première sensibilisation pour un public large, pas une analyse technique des biais eux-mêmes. Le but était surtout de casser ce mythe d'une technologie parfaitement neutre. Compris. Et pour ramener ça au quotidien, il y avait des exemples d'IA qu'on utilise déjà tous les jours? Oui, bien sûr. Le GPS dans la voiture ou sur le téléphone, les prévisions météo, la détection des transactions frauduleuses par la banque, le tri automatique des photos sur nos smartphones, les sous-titres générés automatiquement sur les vidéos. En fait, c'est déjà partout, sans qu'on s'en rende toujours compte. C'est ça. L'idée était de montrer que ce n'est pas juste un truc de science-fiction. C'est déjà là, dans des outils qui nous rendent service. Ils ont aussi cité l'exemple de Doctolib pour illustrer la gestion sécurisée de données sensibles, même à grande échelle. D'accord, donc une fois ce paysage un peu général planté, ce qu'est l'IA, les mythes, les réalités, on arrive à la question, mais pourquoi faire ça spécifiquement à Bellard, dans un bureau de poste? Et c'est là qu'intervient cette association Phobia. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors Phobia, ça veut dire Forum ouvert de Bellabre sur l'intelligence artificielle. C'est une initiative qui est née là-bas, localement, Mhm. et leur vision, elle est assez forte. Ils parlent d'une IA des territoires. L'idée, c'est de ne pas juste consommer ou subir l'IA qui vient des grandes entreprises ou des capitales, mais de chercher à se l'approprier. Se l'approprier localement. Oui, et de façon réfléchie, éthique, accessible à tous, vraiment utile pour les gens du coin, et aussi, et c'est intéressant, sobre. Sobre. C'est pas le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle d'IA, souvent associé à la puissance, aux données massives. Justement, le manifeste de Phobia, qui était dans les documents, insiste là-dessus. La sobriété, pour eux, c'est se concentrer sur ce qui est vraiment utile localement. Éviter les gadgets, les trucs qui font waouh, mais qui ne servent à rien concrètement pour la communauté. D'accord. Une approche axée sur les besoins réels du territoire. C'est ça. Privilégier la pertinence locale plutôt que la course à la performance pure. C'est un peu à contre-courant, c'est vrai. Et il y avait d'autres principes dans ce manifeste? Oui, des choses assez fortes. Considérer l'IA comme un bien commun, pas juste un truc pour spécialistes. L'inclusion, avec une pédagogie vraiment pensée pour tous les âges, tous les niveaux. Développer les compétences sur place, chez les citoyens, les agents publics, les élus. Et puis cet ancrage local très fort, avec des projets concrets qu'on peut mesurer, pour le territoire. C'est vraiment une démarche qui part de la base, bottom-up, comme on dit. Et la journée d'octobre, c'était une illustration de cette collaboration? Oui, clairement. La Poste pour le côté proximité, confiance. France Service pour l'inclusion numérique, le lien avec les démarches administratives. AZTech pour l'expertise sur l'IA et la pédagogie. Et Phobia comme le moteur, le catalyseur local. Chacun apporte sa pierre, en quelque sorte. C'est l'idée. Montrer qu'en alliant les forces locales, on peut rendre l'IA pertinente et utile sur le terrain. On sent qu'il y a une vraie dynamique derrière Phobia. Quelles sont les suites prévues d'après les sources venues? Il ne compte pas s'arrêter là, Il parle de lancer un parcours 77 ans pour continuer à former, à expliquer, d'organiser des ateliers régulièrement et surtout de développer des cas d'usage très concrets. Par exemple? Des outils pour aider l'administration locale, pour faciliter la recherche d'emploi, soutenir le commerce de proximité, améliorer l'accès aux soins aux zones rurales ou même aider l'agriculture locale. L'appel est lancé aux habitants. Venez tester, dites-nous ce qui vous serait utile, partagez vos problèmes concrets. C'est vraiment co-construire les usages en fait. C'est l'ambition affichée. Et il y a même un projet plus large qui se profile. Ah oui, FOBIA 2026, un événement prévu en juin 2026 sur le thème « Quand l'IA devient territoire ». L'idée, c'est de passer du manifeste, des intentions, à des preuves concrètes, de montrer ce qui a été fait. Montrer que ça marche, quoi. Exactement.
Il parle d'un village IA avec des démonstrations très locales pour la santé, l'agriculture, les services publics d'ici. Montrer qu'un petit territoire peut innover et être pertinent avec l'IA. C'est ambitieux. Revenons à la journée d'octobre. Le moment phare, j'imagine, c'était l'atelier pratique, là où on teste vraiment. Oui, l'atelier clavier en main. C'était le moment de faire essayer des outils d'IA génératifs simples, mais en insistant bien sur les règles d'or. C'est-à-dire? Ne jamais mettre d'informations personnelles vraiment sensibles. Pas de numéro de sécu, pas d'IBAN complet, ce genre de choses. Toujours vérifier ce que l'IA produit, le critiquer. Bien formuler sa demande, le fameux prompt, pour avoir une réponse utile. Et surtout, le mantra, l'IA propose, l'humain dispose. C'est l'humain qui a le dernier mot. D'accord. Il y avait différents niveaux d'exercice, c'est ça? Oui, pour s'adapter à tous. Niveau 1, découverte. Demander à l'IA d'écrire une lettre simple, par exemple pour demander un échelonnement d'impôts, ou générer une image pour illustrer l'événement lui-même. Simple et concret. Niveau 2, exploration. Rédiger un email de relance polie pour un rendez-vous France Travail, ou traduire une phrase type en anglais, en espagnol, en demandant différents niveaux de langue, formel, informel. Ah, ça c'est intéressant, pour voir la flexibilité de l'outil. Résumer le problème et de proposer un plan d'action simple en quelques étapes. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre à la fois le potentiel, aider à structurer une pensée, donner des pistes, mais aussi les limites. Exactement. Ça souligne tout de suite que la proposition de l'IA, elle sera forcément générique. Il faudra l'adapter, la vérifier, la confronter à la réalité du terrain que seule la personne connaît. L'IA ne connaît pas le contexte précis de ce commerce à Bélabre. Et ces limites, elles ont été bien rappelées pendant l'atelier. Oui, c'était le moment idéal pour ça. Rappeler que l'IA peut se tromper, qu'elle manque souvent de contexte, surtout local, que les biais peuvent être présents. Et insister sur la confidentialité. Attention à ce qu'on tape dans les outils gratuits en ligne, où vont ces données. Donc prudence et esprit critique, même en testant. Constamment. Le message c'était « Voyez l'IA comme une assistante, peut-être très douée, mais pas comme une source infaillible ou un décideur. La relecture, l'adaptation, la décision finale, ça reste humain, indispensable. » Bon, alors si on essaie de faire une petite synthèse de ce qui ressort de cette journée à Bélabre, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, que c'est possible de parler d'IA simplement, de démystifier, de rendre ça accessible même sans être un expert en informatique, avec des mots clairs, des exemples concrets et en laissant les gens essayer. Oui, ça paraît essentiel. Ensuite, on voit que les grandes questions que pose l'IA sur l'emploi, l'éthique, les données, elles sont universelles. Mais les réponses, elles, peuvent et peut-être même doivent être trouvées localement en fonction des besoins et des valeurs du territoire. Et c'est là que l'approche de Phobia est vraiment intéressante, non? Tout à fait. C'est un exemple assez remarquable d'une communauté qui refuse de subir la technologie passivement. Ils choisissent une posture active. On veut comprendre, on veut tester, on veut choisir comment on va l'utiliser, pourquoi faire et avec quelles règles. Une forme d'appropriation citoyenne, en quelque sorte? C'est ça. Et ça met en lumière l'importance de la pédagogie, de la collaboration entre acteurs locaux, publics, privés, associatifs, et d'une réflexion collective. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de ces nouveaux outils? Et cette règle d'or, l'IA propose, l'humain décide, elle prend vraiment tout son sens dans une démarche comme celle-là. Oui, c'est vrai. Et en observant cet effort à Bélabre pour construire une IA des territoires, une IA qu'ils veulent utile, sobre, ancrée, ça m'amène à une dernière réflexion, une question un peu plus large peut-être. Je vous écoute. Face au développement actuel de l'IA, qui est quand même très largement porté par des acteurs technologiques mondiaux, avec leur propre logique de performance, de marché, comment on peut s'assurer que cette diversité d'approches, comme celle de Bélabre, ces aspirations à une technologie plus maîtrisée, plus locale, plus humaine peut-être, puissent vraiment exister et peser? C'est une excellente question. Quelle place réelle pour les petits, pour les communautés locales, dans la définition de l'IA de demain, face à ces géants? C'est peut-être un des grands défis qui est devant nous. Effectivement, un enjeu majeur. Comment articuler le global et le local dans ce domaine? Une question ouverte donc, sur laquelle on peut réfléchir. Voilà qui termine notre exploration des sources de cette journée IA à Bélabre. Une illustration, je trouve, assez fascinante de la rencontre entre une technologie globale et les réalités, les aspirations d'un territoire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette discussion. Merci à vous.